Et si le monde dans lequel tu vivais n'était pas celui que tu penses réellement? Es-tu vraiment heureux, hein? Est-ce que t'es vraiment heureux au fond de toi? Le bonheur est abstrait, on s'efforce d'y croire et de le construire. Mais le malheur, lui, est beaucoup plus simple, fluide, il apparaît si facilement, sans effort, sans qu'on ait rien demandé. Il est plus facile de recevoir que de donner. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Alors, sommes-nous vraiment heureux? C'est la question que je me pose. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc installez-vous bien. J'espère que vous êtes heureux, qu'on vous donne beaucoup d'amour, que vous n'avez pas trop de problèmes, sinon je vais réveiller Mogo Junior et il va s'en occuper. Je sais pas, aujourd'hui j'avais envie de vous dégager un peu de bonne humeur, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Après cette intro abstraite, il est temps de découvrir l'affaire du jour. Juste avant ça, si j'étais à ta place, je likerais cette vidéo et je m'abonnerais. La vidéo de la semaine prochaine risque de beaucoup t'intéresser. Et de toute façon, si tu le fais pas, demain 17 h, il risque de t'arriver un grand malheur. T'es malade, Mogo? Tu serais pas en train de nous souhaiter du mal, là? Non, moi je souhaite que du bien, moi. Après, fais-le quand même, on sait jamais. Bref, sans plus attendre mes amis, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Mes amis, il est temps de khalas la mama, de lui faire plaisir, et pour ce faire, quoi de mieux que de se faire sponsoriser par un jeu de qualité. Il s'agit bien évidemment de Raid Shadow Legends. Yalhamar, c'est quoi ton accent éclataxe là? Je ne te permets pas, Moldu, tu me laisses. Raid a révolutionné le monde des jeux mobiles. Raid Shadow Legends. Et je le dis avec mon accent éclaté. Tu vas faire quoi? Oublie pas qu'il y a Mogo Junior dans les parages. Regardez-moi ces graphismes. J'ai l'impression de jouer sur une PS5. Wow! Eh bah non, c'est pas sur une PS5, voyons. Je joue à ce jeu sur un smartphone avec une si bonne qualité. J'ai l'impression d'avoir des pouvoirs magiques. Allez, viens toi aussi et arrête d'être un moldu. C'est un jeu mobile et en plus il est gratuit. Je sais que vous aimez quand c'est gratuit, mais qui n'aime pas quand c'est gratuit? Il y a des centaines de champions à découvrir, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Et c'est parti pour la bataille, et viens que je te mets un coup d'épée. Petit monstre, hop. Et viens que je te balance un sort magique dans ta face. Quelle puissance infinie. Mon perso préféré, c'est le fameux Kael, un elfe qui a vraiment la classe et qui me rappelle Legolas dans le Seigneur des Anneaux. Il est super stylé, bon sang. Pour célébrer le 4e anniversaire de Raid, j'invite Galek. Ce mec est un sauvage, regardez-le. Et si on ramenait aussi Bracus, un loup complètement féroce avec des compétences très stylées. Et pour finir, faites place à Elaine, ce personnage avec des sorts dévastateurs. Venez avec nous et rejoignez la fête pour le 4e anniversaire de Raid Shadow Legends. Le jeu est hyper prenant entre les campagnes, les donjons, les arènes, toutes les possibilités d'améliorer ses champions. Quoi dire de plus mes amis? Ce jeu est gratuit, donc venez faire partie de la légende et c'est parti pour la bataille. Pour ce faire, vous pouvez le télécharger gratuitement dès maintenant si vous utilisez mon lien en description. Mais ce n'est pas tout. Pour le 4e anniversaire de Raid Shadow Legends, il y aura de nombreux événements, des tournois, plein de choses incroyables que vous ne devez pas rater. Le scénario est juste dingue et dans les mois à suivre, le programme est rempli de belles choses à découvrir avec plein de récompenses. Alors qu'est-ce que vous attendez? Obtenez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30 €. Vous avez juste à utiliser mon lien ou en scannant mon QR code. Regardez tout ce que vous aurez, de quoi bien commencer dans le jeu et de tout déchirer. Le sponsor est maintenant terminé, on reprend notre vidéo. Nous allons aujourd'hui voir le tragique destin de la jeune et jolie Valérie Reyes. Une jeune femme qui avait la vie devant elle. Entourée par une famille et des amis aimants, elle avait tout pour réussir. Mais comme très souvent dans ces affaires, il suffit d'une mauvaise rencontre pour faire basculer la vie tout entière d'innocentes victimes. C'est horrible de penser que la vie ne tient qu'à un fil et que certaines personnes se croient tout permis. Malheureusement, ce sera le cas pour Valérie. La jeune Valérie Reyes est une jeune femme de 24 ans. Elle est l'aînée d'une famille de 4 enfants, elle a 3 petits frères. La jeune femme a la chance d'être entourée par une famille aimante, et ça, c'est très beau. C'est une femme unique et rayonnante. Valérie a un énorme impact sur son entourage, et surtout sur ses jeunes frères. Elle les adore et elle les aime de tout son cœur. Ils sont tout pour elle.
Elle ne peut pas imaginer sa vie sans eux, ni sans ses parents d'ailleurs. Valérie fait tout son possible pour être toujours présente pour eux. Elle voulait prendre soin d'eux au maximum. Sa mère, Norma Sanchez, dit de sa fille que c'est sa meilleure amie, que sa fille participe activement à l'éducation de ses frères malgré le fait qu'elle possède son propre appartement. Valérie rend visite à sa famille chaque week-end. La journée du dimanche est consacrée à ses proches. Ils font régulièrement des activités ensemble comme des balades dans les bois. Ils mettent un point d'honneur à profiter au maximum ensemble. Franchement, c'est beau de voir ça, hein. La vie, elle est courte, donc faut profiter au maximum avec ses proches. Elle a raison. La famille a rien de plus important, et ça, je ne cesserai jamais de le dire. Répandre de l'amour, de la bonne humeur, de partager de bons moments ensemble, c'est ça la vie. Bref, ça fait du bien d'entendre ça parfois, et ça nous rappelle qu'il faut profiter, bordel. Bref, on se reconcentre. Valérie est diplômée depuis 2012 de la New Rochelle High School. Elle a le travail de ses rêves dans une librairie nommée Barnes & Jones, au centre commercial de Vernon Hills. Travailler dans cette librairie signifie que Valérie est entourée de ses choses préférées, les livres. Valérie est une jeune femme créative et aventurière. Sur le long terme, elle aspire à devenir tatoueuse comme son frère. C'est le genre de personne qui peut rendre amusantes même les choses les plus simples. Elle était connue pour son travail acharné et s'efforce de se construire une belle vie. Du côté sentimental, elle fait la rencontre de Javier da Silva sur un site de rencontre en janvier 2018. Dès le premier échange, c'est le coup de foudre. Ils sont fous, amoureux. Javier est un homme intelligent, généreux et très courageux. Si je dis courageux, c'est parce qu'il a dû fuir son pays, le Venezuela, l'an dernier par rapport à la situation politique qui s'y était détériorée. Arrivé il y a 1 an à New York, il se confie à Valérie en lui disant qu'il voulait une vie meilleure. En effet, Javier était entré aux États-Unis le 8 mai 2017 dans le cadre du programme d'exemption de visa. Mais il n'était pas parti quand il était censé le faire. Le 5 août 2017, son visa n'était plus valide. Et tout ça ne dérange pas du tout Valérie. Javier a le cœur sur la main. Depuis peu, l'homme habitant dans le Queens travaille dans un restaurant. Il prend également soin de sa mère qui lutte contre le cancer. Valérie le soutient dans ce combat et elle est toujours présente à ses côtés. Durant plusieurs mois, le couple vit une belle relation. Ils sont complices et se soutiennent mutuellement. Mais la passion qui a si vite commencé entre le jeune couple commence à s'estomper du côté de Valérie. C'est seulement au bout de 3 mois que les premières tensions apparaissent. Javier recherchait une relation beaucoup plus sérieuse, mais Valérie, elle, n'était pas du tout prête. En effet, Valérie a beaucoup de projets, dont celui de devenir tatoueuse. Javier, lui, voulait avancer beaucoup plus vite dans la relation, mais la jeune femme souhaitait prendre son temps. La relation tumultueuse prit fin aussi vite qu'elle n'avait commencé, après seulement 8 mois. Valérie décide donc de rompre avec Javier. Mais lui, il est toujours très amoureux de la jeune femme. Suite à la rupture, Javier va essayer de reconquérir Valérie pendant plusieurs mois. Mais la jeune femme reste ferme et elle ne laisse aucune chance à son ex-petite amie. Elle refuse de lui parler et cesse de répondre à ses messages. C'est un chapitre qu'elle veut mettre derrière elle. Javier aurait été détruit pendant des mois, mais il a fini par passer à autre chose, et Valérie, elle, n'a plus de nouvelles. En janvier 2019, Valérie est en train de vivre une période difficile. La jeune femme, qui d'habitude est si souriante, commence à se renfermer. En effet, elle souffre de dépression, mais heureusement, elle peut compter sur le soutien de sa mère et de toute sa famille. Valérie dit à sa mère qu'elle craint pour sa vie, mais elle ne lui dit pas pourquoi. La jeune femme avait clairement peur et souffrait de crises d'angoisse récurrentes. Norma, sa mère, essaie d'en savoir plus, mais sa fille refuse de donner plus de détails. Quelqu'un était-il allé dans son appartement? Avait-elle été menacée? On peut se poser pas mal de questions ici. Mais Valérie n'en dévoile pas plus. Le soir du 28 janvier, Valérie téléphone à sa mère. Elle est vraiment anxieuse. Elle est paniquée et elle a très peur. Elle ne mentionne rien ni personne en particulier, mais elle avoue être paranoïaque. L'anxiété de Valérie est si grave qu'elle a du mal à en parler avec sa mère. Elle finit par lui dire la chose suivante. « J'ai peur que quelqu'un me tue. » Norma garde son calme et fait tout pour rassurer sa fille. Elle parvient finalement à apaiser Valérie avant de raccrocher. Un peu plus tard, elle envoie un texto à sa mère pour lui dire qu'elle avait mangé un peu et qu'elle se sentait mieux. Valérie a également envoyé un texto à une amie cette nuit-là, lui disant vers 23h35 qu'elle allait se coucher. Sa mère ne pouvait pas encore le savoir, mais c'était la dernière fois
qu'elle aurait des nouvelles de sa fille. Norma avait l'intention d'en discuter plus en détail lors d'une virée shopping avec Valérie. Mais quand elle ne s'est pas présentée, Norma a supposé qu'elle avait changé d'avis. Les heures passent et Norma reste sans nouvelles de sa fille. Valérie a été vue pour la dernière fois par sa famille le 27 janvier, le dimanche. Elle avait passé le week-end à s'amuser avec ses parents et ses frères. Le lendemain, elle est allée travailler et elle était normale selon ses collègues. Les proches de Valérie, y compris son nouveau petit ami, se sont inquiétés lorsqu'elle ne s'est pas présentée au travail le lendemain. Ils ont donc signalé sa disparition le 30 janvier. Le jour même, la famille de Valérie se rend à son appartement, dans le but de retrouver la jeune femme. Une fois sur place, l'appartement est vide malheureusement. Mais ils vont faire une découverte étonnante. Des effets personnels de Valérie ont disparu également. Son iPhone, son iPad et des vêtements sont manquants. Mais le plus étonnant est le fait que des draps aient disparu également. Tous ces éléments commencent à faire douter la famille. Ils commencent à penser à une disparition volontaire. Valérie souffre de dépression. Et la veille, elle avait des propos incohérents sur le fait que quelqu'un voulait la tuer. La jeune femme a-t-elle voulu fuir ses angoisses? A-t-elle voulu mettre fin à ses jours? Encore une fois, trop de questions qu'on se pose ici. En parallèle, des recherches sont lancées par la police. La famille fait appel à un détective privé. Ce dernier tombe vite sur une piste. Il est révélé que quelqu'un avait utilisé sa carte bancaire pour retirer de l'argent de son compte. Des images de surveillance montraient un homme portant un sweat à capuche noire qui était arrivé dans un véhicule Honda. Il s'est garé de l'autre côté de la rue et était rentré dans la banque au moment du retrait. Mais avant même que les investigations n'aient pu aboutir, l'enquête va prendre un autre tournant. Le 5 février, un groupe de travailleurs de la route de Greenwich aperçoit un étrange objet rouge un peu plus bas dans les bois. Alors qu'ils décident de s'en approcher, ils découvrent qu'il s'agit d'une valise. Poussés par la curiosité, ils décident de l'ouvrir. Et là, c'est une vision d'horreur. Le corps d'une jeune femme y est enfermé. Tout le monde priait pour que ce ne soit pas la jeune Valérie dans la valise. Mais malheureusement, on découvrira plus tard qu'il s'agit bel et bien de la jeune femme. C'est finalement son père et son frère qui ont été chargés d'identifier sa dépouille. Perdre un être cher, c'est déjà une chose très difficile. Mais dans ces conditions, c'est vraiment abominable. Les bras et les jambes de la jeune femme sont liés grâce à du ruban adhésif et de la ficelle. Il y a plusieurs couches d'adhésif sur sa bouche et son menton. Elle avait été laissée là dans d'horribles conditions. Valérie a une blessure à la tête et beaucoup d'ecchymoses au visage. Elle en est au premier stade de décomposition, ce qui signifie qu'elle est là depuis un certain temps déjà. Le rapport du bureau du médecin légiste du Connecticut a conclu qu'elle était décédée d'une asphyxie meurtrière. Il y avait des signes évidents de traumatisme crânien, notamment des ecchymoses autour du visage et de grosses marques sur le front. Le plus terrible dans ces découvertes, c'est que les coups ne l'ont pas tuée. Elle a donc été placée vivante dans cette valise. Ce fut une découverte dévastatrice pour la famille de Valérie. Enfermée vivante dans une valise, c'est à la fois tellement horrible mais tellement surréaliste. Imaginez l'horreur de la scène. Qui fait ça, sérieux? Qui va penser à faire une telle chose? À part un détraqué psychopathe ou un malade fou furieux, je vois pas. Et dire qu'à ce moment précis, celui ou ceux qui ont fait ça sont en liberté. À présent, les policiers n'enquêtent plus sur une disparition, mais sur un homicide. L'enquête va donc continuer. Ils remontent ensuite la piste du véhicule aperçu autour de la banque la nuit de la disparition. Cela va les mener jusqu'à une société de location de voitures à Flushing Meadow. Finalement, à force de recherche, un homme est identifié. Les enquêteurs de la police de New Rochelle, accompagnés des enquêteurs de la police de Greenwich, ont fini par arrêter ce suspect à New York. Il avait frauduleusement utilisé la carte bancaire de la jeune Valérie. Cet individu est également impliqué dans la mort de la jeune femme, selon les enquêteurs. Il s'avère que cet homme est nul autre que Javier Da Silva. Il est sur la liste des conducteurs autorisés pour le véhicule loué du 28 au 29 janvier. Javier est soupçonné d'avoir commis cet enlèvement horrible qui a entraîné la mort de Valérie. La famille de la jeune femme est anéantie par cette révélation. Ils étaient bien sûr au courant que Valérie sortait avec quelqu'un du nom de Javier, mais pour eux, ils avaient rompu il y a plus d'1 an déjà. La mère de Valérie, Norma, se souvient que sa fille voulait aider Javier, mais qu'il était devenu très instable. Elle savait que Valérie avait mis fin à la relation, mais qu'il ne l'avait pas accepté. Sa famille pensait qu'il n'avait plus de contact depuis l'année précédente. Durant ce temps, l'enquête avance vite. Elle relève que le 7 février, 2 jours après que son ex-petit ami a été retrouvé assassiné, Javier a échangé l'iPad de Valérie contre un nouvel écran et un ordinateur portable.
Il a dit à son colocataire qu'il avait trouvé ce matériel. Mais bien sûr, ça se saurait si on pouvait trouver des iPads dans la nature. T'imagines, toi, tu pars en balade et là, t'as un iPhone X, trouvé là par terre. Bien sûr. J'en rigole, mais c'est un peu farfelu comme révélation. Trouver ce matériel. Enfin bref. Javier est alors inculpé le 11 février pour vol uniquement dans un premier temps. Lorsque les enquêteurs ont fouillé son appartement, ils ont trouvé son portefeuille. Il contenait la carte de crédit et le permis de conduire de Valérie. Dans la chambre de la pauvre jeune femme, on retrouvera un dessin qui correspondait à du contenu publié récemment sur les réseaux sociaux de Javier. Dû à ces nouvelles révélations, Javier est sous garde fédérale. Mais il demande au juge que le consulat vénézuélien ne soit pas informé de son arrestation, car son visa américain était expiré l'année dernière. Il les supplie de ne pas le renvoyer au Venezuela, qu'il soit jugé ici, en Amérique. Pour se défendre, il indique aux enquêteurs qu'il avait trouvé la carte de crédit de Valérie sur un trottoir, alors qu'il faisait la tournée des bars dans le East Village de New York. Il a trouvé sa carte de crédit sur un trottoir. Ouais, on aura tout entendu. Il a affirmé aussi qu'il n'était pas allé à New Rochelle ni dans le Connecticut depuis l'année précédente. Et il dit qu'il n'a pas vu Valérie depuis leur rupture l'année dernière. Les enquêteurs ne cessent alors de l'interroger et de lui mettre la pression. Avec toutes les preuves déjà en leur possession et les explications insensées de Javier, les enquêteurs savaient qu'ils étaient sur la bonne piste. Il finit par avouer avoir conduit le SUV de location à New Rochelle le 28 janvier. Mais il affirme qu'il s'était endormi à cause de la consommation d'alcool et qu'il ne se souvient d'aucun détail. Javier tente de brouiller les pistes avec des explications qui ne tiennent pas la route. Mais les policiers ont trouvé d'autres preuves irréfutables. Sur les lieux du crime, ils ont trouvé un peu de sang dans l'appartement de Valérie, mais il n'y a aucun signe manifeste de lutte. Les données de localisation du téléphone de Javier ont montré qu'il s'était rendu à un lavage auto dans le Bronx. Ensuite, il a ramené le véhicule au centre de location. Bien que peu de preuves du meurtre ont été trouvées dans l'appartement de Valérie, Javier avait laissé de nombreuses preuves sur le corps de la jeune femme. En effet, des traces de l'ADN de Javier ont été localisées sur des prélèvements effectués sur Valérie. Son ADN est également retrouvé sous les ongles de la jeune femme. Finalement, après avoir vu une photo du corps en décomposition de Valérie, il finit par admettre avoir été présent lors de sa mort. Mais les aveux ne s'arrêtent pas là. Javier finit par craquer et il avoue avoir passé sa soirée avec Valérie le soir de sa disparition. Et ce même si le couple n'était plus ensemble depuis des mois. Il dit aux enquêteurs que ce soir-là, Valérie était tombée pendant qu'ils avaient des rapports sexuels violents. La jeune femme aurait perdu connaissance suite au choc à la tête. Javier a alors hurlé de manière incontrôlable et il déclare qu'il a paniqué. Il dit qu'il a tout fait pour lui venir en aide, qu'il a essayé de la réanimer. Mais le bouche à bouche n'y aurait rien changé. Après avoir tout mis en œuvre pour la sauver, il dit qu'il n'avait pas été en mesure de la réanimer. Durant ses aveux, il va dire qu'il ne voulait pas faire ça et qu'il se considère comme une mauvaise personne. Il s'agirait donc d'un tragique accident selon Javier. Mais comment justifier le fait que la pauvre Valérie ait été retrouvée dans cette valise, hein? Le scénario macabre de cette soirée ne s'arrête pas là. Javier dit aux enquêteurs que dans la panique, il a attaché la jeune femme afin de la mettre dans une valise. Wow. Pour quelqu'un qui essaie de la sauver après soi-disant un accident, l'attacher pour la mettre dans une valise. Hein? Ça va être très compliqué là. C'est effrayant. Sérieusement, vous croyez à sa version? Pour moi, il est totalement en train d'inventer pour s'en sortir, c'est sûr. Mais j'attends quand même vos avis sous la vidéo. Je suis curieux. Bref, il a dit qu'il l'avait attaché avec de la ficelle et du ruban adhésif pour que son corps rentre à l'intérieur. Javier affirme qu'il avait scotché la bouche de Valérie pour qu'elle ne puisse pas crier. Quoi? Il l'a attachée vivante, ce fou? Je vous jure, avec l'horreur de cette découverte, j'ai totalement oublié. Ici, on a affaire à un détraqué. Et excusez-moi les termes, c'est un mec complètement barjot. La question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que la panique peut justifier ce genre d'acte, franchement? Les enquêteurs ne croient pas non plus à son récit, et heureusement. Si c'était vraiment un accident, pourquoi n'avait-il pas simplement appelé une ambulance? De plus, sachant que selon le rapport de l'autopsie, Valérie n'était pas morte de sa blessure à la tête. Elle est morte d'asphyxie, pas d'une échymose, d'une écorchure ni d'une contusion. L'autopsie de Valérie a prouvé que les affirmations de Javier sur la façon dont elle était morte étaient fausses. Il est prouvé que c'est bien Javier qui a vidé le compte bancaire de Valérie la nuit du crime. Il a utilisé sa carte puis a essayé de dissimuler les preuves.
Javier a retiré environ 5350 $ et il a vendu son iPad contre de l'argent. Pour sa défense, il indique qu'il a utilisé la carte de la victime parce qu'il voulait se faire prendre. Pourquoi s'est-il alors couvert le visage lorsqu'il a utilisé sa carte? Pourquoi a-t-il nettoyé le sang? Pourquoi ne s'est-il pas simplement rendu à la police? Javier, tu serais pas en train de nous prendre pour des cons là? On n'est pas dupes, petit monstre. Les enquêteurs ne croient pas un mot des justifications de Javier. Ils voyaient bien qu'il essayait de se victimiser. C'était tout simplement pathétique. Pendant ce temps-là, l'enterrement de Valérie a eu lieu le 13 février. Tous ses proches y sont présents et sont dévastés par sa mort. Des centaines d'inconnus se sont également rassemblés pour rendre hommage à la pauvre jeune femme. Tout le monde a des doutes sur la version de Javier. Ils espèrent tous qu'il finira par avouer la vérité. Ça ne ramènera pas leur fille, leur sœur ou leur amie, mais tous ses proches ont besoin de savoir ce qui s'est passé ce triste soir de janvier. Après plusieurs jours, Javier finit par donner des réponses à toutes ces questions. Il livre aux enquêteurs une nouvelle version des faits qui fait froid dans le dos. Des mois après la rupture du couple, Javier s'est rendu au domicile de Valérie à New Rochelle le 28 janvier 2019. Il a mis son téléphone en mode avion et il est entré dans l'appartement de la jeune femme. Le duo a fini par avoir une altercation et Valérie a subi un traumatisme crânien suite à un coup porté à Javier. Au lieu de lui venir en aide, le jeune homme a kidnappé son ex-petite amie, qui respirait encore à ce moment-là. Il lui a couvert la bouche de plusieurs couches de ruban adhésif, lui a lié les pieds et les mains avec de la ficelle et l'a mise dans une valise. Encore une fois, c'est tout simplement inhumain. Il l'a mise vivante dans cette valise. On ne saura jamais si Valérie était encore consciente à ce moment-là, ou bien même si elle a fini par reprendre conscience avant sa mort. Il a ensuite mis la valise dans la voiture, et là, il l'a conduite dans une zone boisée au bord d'une route dans le quartier chic de Greenwich. Là, il va la jeter, sans savoir si elle était morte ou vivante. Même en ayant paniqué sur le moment, Javier avait tout son temps pour reprendre ses esprits, mais il ne l'a pas fait. Il va lâchement abandonner Valérie à son funeste destin. Toutes ces informations sont corroborées par des images de surveillance du complexe d'appartements Da Silva dans le Queens. On le voit partir vers 22h50 de chez lui. Une autre caméra de surveillance l'a filmé en train de récupérer le véhicule de location 5 minutes plus tard dans un garage près de chez lui. Dans les images, il portait des vêtements similaires de ceux que portait l'homme à la banque. Javier a ensuite tapé le nom d'une église de New Rochelle dans l'application Google Maps de son téléphone portable. L'église est située à environ 1 km de l'appartement de Valérie. Juste après minuit, le 29 janvier, les données de localisation de son téléphone l'ont placé à moins de 200 mètres de l'appartement de la jeune femme. À ce moment-là, il a désactivé les données de localisation de son téléphone portable. Les enregistrements téléphoniques indiquent que Javier n'a pas contacté Valérie avant d'arriver à son appartement. Les données du téléphone de Valérie ont indiqué que Javier l'avait mis en mode avion vers 3 h du matin cette nuit-là. Il a également accédé à son compte iCloud et a consulté ses photos et autres documents qu'elle y conservait. Peu de temps avant de se présenter à la banque, Javier a utilisé le téléphone de Valérie et son empreinte digitale pour accéder au solde de son compte. Cela signifie donc qu'il a dû réouvrir la valise pour déverrouiller le téléphone. Et à aucun moment il n'a décidé d'arrêter son plan macabre. Après son voyage à la banque, Javier s'est dirigé vers le Connecticut. Peu avant 7h30, son téléphone portable était à Greenwich, où le corps de Valérie sera retrouvé plus tard. À 9 h du matin, il était de retour dans le comté du Queens. Les caméras de son complexe d'appartements ont enregistré son retour à 9h43 précise. À ce stade, Javier portait une tenue différente de celle qu'il portait quand il a quitté sa résidence la veille au soir. Et il portait aussi un sac de sport. Il repartira quelques minutes plus tard sans le sac. Avec tous ces éléments, la police n'a quasiment plus de doute. Javier sera donc arrêté à New York et le bureau du procureur américain de Manhattan s'occupe de la poursuite du crime. Lors d'une conférence de presse, la police de Greenwich déclare que Javier a avoué jouer un rôle dans le meurtre lorsqu'il avait été interrogé après son arrestation. Il est décrit comme étant finalement coopératif lors de son entretien. Javier est accusé d'avoir kidnappé Valérie et près d'1 an plus tard, il a plaidé coupable. Lors du procès, tous les proches de Valérie font front devant l'accusé. Il a admis avoir battu son ex-petite amie avant de la ligoter et de la placer toujours en vie dans la valise. Il a également jeté son téléphone avant de commencer à lui voler son argent dans les heures qui ont suivi sa mort. Ici, ce ne sont pas les actes de quelqu'un essayant de dissimuler un accident. Il était clairement en train de dissimuler un crime.
L'avocat de Javier soutient qu'il éprouvait des remords concernant son crime. Cependant, il ne faut pas oublier que pendant que la famille de Valérie essayait désespérément de la retrouver, il avait volé son argent et essayé de dissimuler les preuves de son acte. Dans une déclaration au tribunal, sa mère Norma déclare « Toi, Javier, tu ne mérites rien d'autre que la douleur et le rejet. Je veux que vous entendiez les paroles d'une mère que vous avez dévastée en m'arrachant ma petite fille. » Elle pleure en décrivant la joie que Valérie a apportée aux autres. Et elle décrit le meurtrier de sa fille comme une âme sans valeur. En larmes, Javier lui répond les choses suivantes. « Aucun mot ne peut exprimer à quel point je suis repoussé par les actes que j'ai commis. Je ne me le pardonnerai jamais. » Il ne peut pas demander à sa famille de lui pardonner parce qu'il ne le mérite pas selon lui. Mais il veut vraiment qu'il sache qu'il est désolé. Le juge dit à Javier que ses actes étaient écœurants et que quiconque fait une telle chose n'est pas une bonne personne. La justice exige qu'une mauvaise action soit punie d'une longue peine de prison. Malheureusement, on ne sait toujours pas pourquoi il a tué Valérie. Javier, 25 ans, a été accusé d'enlèvement ayant entraîné la mort. Et en février 2020, il a plaidé coupable devant le tribunal de White Plains à New York, en vertu d'un accord de plaidoyer, afin qu'il évite une peine d'emprisonnement à perpétuité ou la peine de mort. Il sera condamné à 30 ans de prison, suivi de 2 ans de libération surveillée. Et il sera probablement expulsé par la suite. Le tribunal a entendu parler de l'appel que Valérie a passé à sa mère la veille de sa mort. Lorsqu'elle a dit qu'elle craignait d'être tuée, bien qu'elle n'ait pas donné plus de détails, elle avait clairement eu très peur. Qu'avait fait Javier pour qu'elle soit si sûre qu'elle allait mourir? Nous n'aurons jamais de réponse à cette question, malgré le fait qu'il ait avoué le meurtre. Il n'a jamais voulu expliquer la raison de son geste. On peut alors se demander si ses excuses étaient réellement sincères, ou seulement un stratagème pour éviter la peine de mort. Au pied du mur, il a fini par avouer, mais uniquement quand des preuves ont été rapportées par les enquêteurs. Et il ne faut pas oublier qu'il a donné plusieurs versions avant de finalement avouer. Javier semble rongé par les remords, mais il aurait pu arrêter sa folie meurtrière à tellement de reprises cette nuit-là. Mais il a pris la décision d'abandonner le corps de la femme qu'il aimait dans un bois à son triste destin, sans savoir si elle était encore en vie. Il a préféré lui retirer la vie plutôt que de la laisser vivre sans lui. C'est tout simplement effroyable. Elle avait été présente pour lui dans les pires épreuves de sa vie. Et voici son remerciement. Ainsi se termine l'affaire de Valérie Reyes. Cette pauvre femme tuée d'une façon plus qu'atroce. Enfermée, asphyxiée, bordel. L'être humain est parfois tellement mauvais. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête pour en arriver là, sérieux? Dans cette vidéo, on n'a pas beaucoup parlé de l'axe psychologique, donc j'aimerais beaucoup avoir vos avis là-dessus. Selon vous, est-ce qu'il était conscient de l'horreur qu'il a commis? Ou peut-être qu'il était complètement désemparé, mentalement très instable afin de commettre tout ça? Tellement de questions qui se bousculent dans ma tête, donc j'ai hâte de vous lire. Que Valérie Reyes repose en paix. Elle se sentait menacée, elle savait qu'elle courait un grave danger, mais malheureusement, elle ne va pas y échapper. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mes amis, il est temps pour moi de vous laisser, mais juste avant ça, comme d'habitude, cette semaine, prenez bien soin de vous et faites-vous plaisir. Et si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon Insta Mogota-sama. J'essaie de répondre à un maximum de personnes et n'hésitez pas parce que franchement Insta c'est plutôt cool. Je partage des petites stories, mes bêtises, vous allez voir, vous allez rigoler des fois. Après YouTube, je suis très actif sur Insta. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.